Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce 21e numéro du magazine de l'AFDV. Bonjour et bienvenue, tout de suite les titres du numéro de ce mois. Alors, au sommaire, nous découvrirons comme d'habitude un adage, de minimis non curat praetor. Nous saurons ensuite présenter les actualités développées ce mois dans la Gazette de la Faculté de droit virtuel. Puis, après avoir découvert durant toute l'année dernière la jurisprudence des grands arrêts du droit administratif français, cette année sera consacrée à l'histoire des grands arrêts de la jurisprudence civile. Enfin, après un extrait de l'interview juridique du mois, nous recevrons le professeur Nicole Dequesse. Tout de suite, l'adage du mois, de minimis non curat praetor. De minimis non curat praetor. Le juge ne doit pas s'occuper de petites choses. Cet adage signifie que le juge refusera de statuer sur des causes ayant une valeur ou une portée insignifiante. Concernant les titres de ce mois, vous pouvez retrouver l'intégralité de la Gazette sur le site de la Faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Tout d'abord, actualité jurisprudentielle, vers une révolution de la garde à vue du droit commun. Décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. Par cette décision, le Conseil invalide la procédure de garde à vue de droit commun et renvoie au législateur le soin de modifier les droits et garanties de la personne gardée à vue. QPC Acte 3, la CJUE refuse la priorité au contrôle de constitutionnalité. Le 22 juin 2010, affaire Melki et Abdelli, après la décision téméraire de la Cour de cassation, Acte 1, et la réplique du Conseil constitutionnel, Acte 2, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle ces arrêts Cimental, Philippiac, Factor Time et Photofrost. Mariage homosexuel, convergence, références croisées et variations possibles sur le thème. Affaire Schalk et Kopf contre Autriche, 24 juin 2010, la CEDH nous dit, après le non-mai de la Cour constitutionnelle italienne et le oui mai du tribunal constitutionnel portugais, le oui et le non-mai de la CEDH. L'article 3 de la CESDH et son application aux personnes appartenant au groupe terroriste, affaire Xiros contre Grèce, 9 septembre 2010. Quels que soient les agissements de la personne concernée, les garanties de l'article 3 de la CESDH interdisant la torture, les peines et traitements inhumains et dégradants doivent être respectées selon la Cour européenne des droits de l'homme. Responsabilité délictuelle du médecin pour manquement à son obligation d'information, revirement de jurisprudence avec la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2010. Elle a opéré un revirement effectivement en la matière au visa des articles 16, 16.3 et 1382 du Code civil en matière de responsabilité médicale. Le manquement du médecin à son obligation d'information est désormais de nature délictuelle, aboutissant à la réparation d'un préjudice que le juge ne peut laisser sans dédommagement. Juge de proximité ou juge approximatif? Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 8 juillet 2010. Cette décision propose un curieux rappel des règles de responsabilité civile délictuelle dans une affaire relative à la chasse. Quand inutilité du contrat de travail rime avec utilité de la créance résultant de sa rupture, c'est la Chambre sociale de la Cour de cassation, 16 juin 2010, qui nous rappelle que les créances indemnitaires consécutives au licenciement intervenu en liquidation judiciaire sont réputées nées pour les besoins de la procédure et sont donc éligibles au traitement préférentiel de l'article L641-13 du Code de commerce. Consécration de la place de la HALD au sein du système judiciaire français, c'est la Chambre sociale toujours de la Cour de cassation, le 2 juin 2010, qui nous rappelle également que les observations de la HALD intervenues au cours d'un procès ne méconnaissent pas en elles-mêmes le caractère équitable et l'égalité des armes qui doivent gouverner celui-ci. Enfin, la primauté de la clause compromissoire face à une loi de police régissant le fonds au litige, première chambre civile de la Cour de cassation, 8 juillet 2010, elle remet en cause le caractère impératif d'une règle de droit interne qualifiée de loi de police au profit de l'arbitrage pour trancher un conflit international. Alors, actualité législative maintenant, la garde à vue dont nous avons parlé tout à l'heure déjà, la garde à vue condamnée à être revue à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, le gouvernement a proposé dès cette rentrée un projet de loi tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue. Le 26 mai dernier, une proposition de loi a été enregistrée auprès de la présidence du Sénat visant à créer un délit de polygamie. Voici le nom de la proposition.
Proposition de loi visant à créer un délit de polygamie, d'incitation à la polygamie, avec circonstances aggravantes pour fraude aux aides sociales et à inciter les victimes à la décohabitation, à l'insertion sociale et professionnelle et à l'assimilation à la communauté française. Quelques effets collatéraux de la loi sur le IRL, la loi du 15 juin 2010, eh bien, la loi sur le IRL contient notamment des dispositions transversales qui vont impacter directement le droit des sociétés et le droit commercial. Enfin, les obligations des débitants de tabac à l'égard de la douane, c'est un arrêté du 8 juillet 2010 relatif au contrat liant les débitants de tabac à l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés. Il modifie à la marge des dispositions relatives au contrat de gérance, certes, mais surtout, il a pour vocation de clarifier les relations entre les débitants de tabac d'un côté et l'administration des douanes de l'autre. Voilà pour les titres de la Gazette. Nous passons maintenant tout de suite au grand arrêt du mois. Civile première, 5 novembre 1996, SNC Prisma Presse contre Madame G. Rappelez-vous, en 1996, Caroline Grimaldi est connue en tant qu'elle est fille aînée du prince Régnier III et de la princesse Grace de Monaco. À l'exception de son titre de princesse, elle n'est pas vraiment sur le devant de la scène, comme pouvait l'être sa sœur Stéphanie, qui avait sorti quelques années plus tôt un tube au top 50. Cette discrétion ne pouvait donc laisser présager que le journal Voici de la société Prisma Presse, célèbre pour ses potins, allait publier un article accompagné de photos intitulées « Caroline et Vincent Lindon, désormais, ils se montrent au grand jour ». Madame Grimaldi était blessée par le scandale que risquait de provoquer ce titre qui dévoilait sans équivoque sa relation avec un acteur, réalisateur et scénariste du cinéma français. Elle décida donc d'agir en assignant la société Prisma Presse devant le TGI de Paris. Or, alors même que la princesse Caroline ne niait pas sa relation amoureuse, le tribunal fait droit à sa demande en condamnant la société Prisma Presse à lui verser des dommages et intérêts par un jugement du 15 février 1994, jugement qui a par la suite été confirmé par la Cour d'appel. La société éditrice du journal à sensation se pourvoit alors en cassation. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte portée aux droits de Madame G ouvre droit à réparation, que la Cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée aux droits de Madame G au respect de sa vie privée par la publication litigieuse révélant sa vie sentimentale, a souverainement évalué le montant du préjudice subi, qu'elle a légalement justifié sa décision. Ce faisant, la Cour de cassation précise que l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, même si les propos sont exacts, c'est-à-dire sans avoir à prouver qu'il y a eu faute et sans avoir à prouver l'existence d'un dommage. Intéressant, non? Alors Céline, vous avez reçu ce mois, à l'occasion de l'actualité finalement de l'été liée au droit international public et de la Cour internationale de justice, Frédéric Lozanorios. Oui, nous avons principalement évoqué l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, rendu le 22 juillet 2010, relatif à la déclaration d'indépendance unilatérale du Kosovo. Eh bien, regardons immédiatement un extrait. En fait, donc, cet avis consultatif a été rendu suite à une demande d'avis qui a été effectuée donc, par une résolution de l'Assemblée générale en octobre 2008, suite donc à une déclaration unilatérale d'indépendance qui a été effectuée par le Kosovo en février de la même année. En fait, elle se place dans un contexte assez particulier, cette déclaration d'indépendance, puisque suite à l'intervention de l'OTAN au Kosovo, qui est intervenue en mars 1999, eh bien, une fin a été donnée en fait à cette intervention par la résolution 1244 des Nations Unies qui met en place la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Donc le Kosovo est un territoire qui se trouve actuellement sous administration provisoire en droit international. Et donc cette résolution prévoyait que le futur statut du Kosovo, et donc un statut autonome a priori, devait être trouvé suite
à un accord qui interviendrait entre les parties. Or, effectivement, on constate qu'en 2008, bien près de 9 ans après la mise en place de l'administration transitoire, aucun accord n'avait été trouvé entre les parties. Donc, on perçoit bien ici le caractère très politique de cet avis qui était demandé à la Cour, ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre de spécialistes pensaient que la Cour ne se prononcerait pas. Pour autant, elle s'est prononcée, d'abord en se considérant compétente, bien que ce soit l'Assemblée générale qui lui ait demandé cet avis et qu'elle n'était pourtant, je dirais, intéressée à la question que de manière secondaire, et en refusant finalement d'user du pouvoir discrétionnaire. Alors, en conclusion de ce magazine, nous recevons Madame Nicole Dockès, professeure émérite de la faculté de droit, afin de nous entretenir des prochaines journées lyonnaises d'histoire du droit. Madame le professeur, bonjour. Bonjour monsieur, je viens vous parler un petit peu des journées et du Centre lyonnais d'histoire du droit. Alors on vous en remercie, d'ailleurs on va vous poser quelques questions à ce sujet d'ailleurs. Alors peut-être, rappelons d'abord le titre donné à ce colloque sur 2 jours, jeudi et vendredi 14 et 15 octobre, l'utopie au droit, histoire des idées, droit privé, droit social, enseignement du droit. Alors peut-être pourquoi le choix de ce titre ? Alors, le choix de ce titre, en fait, il faut comprendre que ce n'est pas le premier colloque qu'organise le Centre lyonnais d'histoire du droit. Depuis longtemps, il organise des colloques dans tous les thèmes. On a été assez en pointe pour l'histoire des professions juridiques et judiciaires, des avocats, des notaires. On a aussi eu un très bon colloque sur la procédure, sur la politique pénale et le parquet. Dernièrement, nous avions aussi un colloque sur le renouveau de la pensée juridique. Le renouveau de la pensée juridique à la faculté de droit de Lyon, fin 19e, début 20e. Et il faut aussi parler d'un bon colloque sur le droit médiéval qui s'appelait Traditio Iuris. Donc des colloques un petit peu, sans oublier de très nombreux colloques d'histoire des idées politiques, car nous sommes associés avec des centres d'histoire des idées politiques, Aix, Toulouse, Dijon, etc., Saint-Étienne aussi. Et avec eux, nous avons des colloques et des tables rondes qui se tiennent régulièrement à Lyon. Et c'est un peu pour cela, si vous voulez, que ce colloque reprend un peu des thèmes de recherche du centre. Ce sont les premières journées, les autres seront peut-être plus thématiques, mais nous avons voulu un petit peu ouvrir sur les différents centres d'intérêt du centre. Donc, droit social, parce que je suis professeur, j'ai longtemps enseigné l'histoire du droit social, mais aussi l'histoire des idées qui est un thème majeur. J'allais dire que la plupart des membres du centre font partie de l'Association française des historiens des idées politiques. Donc ceci vous explique un petit peu, voilà. Alors, on ne dénombre pas moins finalement de 45 intervenants, des présidents de séance tous prestigieux. On peut parler d'un véritable succès de ces journées. Oui, ce sont les premières et nous en sommes très fiers parce que beaucoup de monde a accepté d'intervenir, tellement de monde qu'une partie, tous ceux qui sont lyonnais ou qui ont été lyonnais, ont été obligés d'accepter de ne pas parler et simplement de publier. Voilà, et puis peut-être un dernier point sur le dernier sous-titre qui est l'enseignement du droit, parce que il faut bien le dire, même si votre modestie vous l'interdit ici, que ce colloque est aussi donné à l'occasion de votre départ à la retraite. Et finalement, quel regard portez-vous aujourd'hui, à la fois sur l'enseignement du droit et puis peut-être sur l'université en général ? Alors, puisque vous avez parlé de moi, je vais vous dire que je vais bientôt publier une histoire de la faculté de droit de Lyon, depuis sa fondation en 1875 jusque dans les années 40. Et effectivement, nous avons déjà eu un premier colloque sur cet enseignement du droit et sur le fait que Lyon était tout à fait en pointe dans les nouvelles théories juridiques à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et d'ailleurs, dans ce colloque, plusieurs personnes parlent un petit peu de théorie juridique, d'enseignement du droit, de l'enseignement de l'histoire du droit et de la comparaison entre l'esprit des juristes et l'esprit des historiens. C'est d'ailleurs une des communications de conclusion qui sera faite par un étranger, Mario Ascheri, sur ce sujet. Eh bien écoutez, on vous remercie pour ces précisions, on vous souhaite d'excellentes journées d'histoire du droit et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Eh bien pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.